Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce que... Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Alors cette semaine, je retrouve Arthur. Comment ça va Arthur? Ça va très bien et toi? Très bien, merci. Vincent, comment ça va Vincent? Super, merci. Et comme d'habitude, Snack, comment ça va Snack? Ça va très bien et toi? Très bien, merci. Et on va vous parler de La zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Die herrliche Zeit, die wir im gastlichen Hause Hösker lebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Heil Hitler. Le commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, et sa femme Hedwig s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille, dans une maison avec jardin, à côté du camp. Donc moi, c'est un film que j'ai plutôt beaucoup aimé, dans le sens où j'avais déjà bien aimé le bouquin La mort est mon métier, dont le film s'inspire un petit peu. Et j'ai lu avant de le voir le film dont la zone d'intérêt est directement inspiré et l'adaptation. Et je suis assez content qu'il ne l'ait pas adapté le bouquin, parce que le bouquin est très très mauvais. Et l'adapter de la sorte en s'intéressant uniquement à la vie de Rudolf Höss et de sa famille apposée au camp, je trouve qu'il nous met face à nos propres travers, finalement, nos propres démons personnels, en nous montrant qu'on est finalement beaucoup plus proche dans notre manière de vivre aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le parallèle avec le capitalisme actuel qui était déjà prôné par les nazis à l'époque, plus ou moins, cette espèce de consumérisme, etc. On est donc plus proche finalement des bourreaux dans ce genre de film que des victimes. Et je trouve que le film est très intéressant là-dessus. Il le montre plutôt bien parce qu'il ne montre jamais les victimes. Il fait bien mieux, je trouve, qu'un Spielberg qui va faire du tire-larme un peu gratuit sur ce qui se passe à Auschwitz. Alors heureusement qu'il le fait, je dis pas, mais on est plus proche finalement d'une pensée à la Lanzmann, à montrer les choses indirectement plutôt que directement. Et je trouve que ça fonctionne très très bien. Pour aller sur la même lancée que Arthur, moi aussi j'ai beaucoup aimé le film. Et alors je pense que Snack, toi aussi t'es d'accord avec ça, on va dire, sur l'analyse un peu que ferait le film entre capitalisme et nazisme, qui est totalement fait parce qu'il fait une description assez réaliste de ce que ça pouvait être, et je pense qu'on va notamment en reparler sur, on va dire, les personnages, comment est-ce qu'ils sont incarnés et qu'est-ce qu'ils représentent. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est notamment la mise en scène de Jonathan Glazer. Et bon, là-dessus, les spectateurs ne le sauront pas, mais on devait parler de l'entièreté des films de Jonathan Glazer, mais par manque de temps et problème d'emploi du temps de chacun, on n'a pas pu. Alors pour revenir un peu sur le processus ou comment le film a été filmé pour la zone d'intérêt, ainsi que dans celui d'Under the Skin, dans les deux cas, dans Under the Skin à l'intérieur d'une voiture et dans celle de la zone d'intérêt à l'intérieur de la maison, qui est presque, on pourrait presque dire le centre du film, il y avait plusieurs caméras à l'intérieur et devaient, on va dire, capter les acteurs qui devaient plus ou moins improviser, plus ou moins faire partie du décor. Et dans les deux cas, moi je trouve que ça donne vraiment des images qui en soi sont vraiment tout à fait prenantes et des situations, des moments extrêmement bizarres, extrêmement étranges, et je pense que c'est presque le maître mot de tout ce qu'a fait Glazer de toute sa carrière de cinéaste, c'est-à-dire vraiment des films étranges, très difficiles à définir, mais, et dans le cas de la zone d'intérêt et aussi de ses précédents films, extrêmement prenants et extrêmement puissants, à mon sens.
Mais, et ça c'est l'autre élément de la filmographie Glazer qui m'intéresse beaucoup, on va dire que ça va être son aspect plus, comment on pourrait dire ça, clipesque. Alors c'est pas un gros mot là-dessus, mais Glazer est très connu pour avoir tourné énormément de clips avec différents artistes, notamment Radiohead ou Nick Cage, et ça se ressent dans le film. Et là où, dans son tout premier film, c'était pas très bien amené, dans ses suivants, il va justement s'inspirer, on va dire, de cette imagerie qu'on peut avoir dans une image de clip, on va dire, avec des images très fortes, mais qui, dans le but d'un clip, sont uniquement là pour être visuelles et pas être très prenantes. Là, il le matérialise dans des longs métrages pour que ça ait une cohérence, pour que ça ait un sens. Et là-dessus, enfin, toute première séquence où justement le titre du film, la zone d'intérêt, commence de plus en plus à s'effacer jusqu'à ce qu'on puisse être devant une image noire et qu'on soit uniquement pris dans une espèce de sonorité un son un peu gluttural, industriel, qui avait notamment déjà pu travailler dans son court-métrage The Fall. Enfin voilà, pour moi, il y a énormément de petites idées, à la fois très réalistes et honnêtement, et aussi purement visuelles, qui créent vraiment un film unique, qui personnellement, moi, m'a pris de A à Z. Enfin, je trouve que c'est vraiment un très très grand film, mais comme ces anciens films, finalement, c'est pas particulièrement ni par le sujet, ni par autre chose. Je pense que c'est parce que c'est un film de Jonathan Glazer que c'est un très très grand film. Mais après, on pourrait notamment aussi revenir sur comment Glazer traite son sujet, sur celui du nazisme, des camps de concentration, de la famille de Huss, etc. Donc oui, par rapport à ce que vous avez dit, je suis assez d'accord. Moi, le film, alors, il m'a plu. Par contre, il faut quand même que je souligne que je me suis un peu ennuyé lors du visionnage. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, c'est un peu particulier parce que le film m'a beaucoup travaillé depuis que je l'ai vu. Je l'ai vu à sa sortie au cinéma. Il m'a beaucoup travaillé, j'ai beaucoup réfléchi dessus, mais le visionnage n'était pas particulièrement agréable dans le sens où je me suis dit: Quand même, c'est un peu redondant, enfin, je me suis dit: «C'est un peu chiant, quoi». Genre, c'est juste des gens qui marchent dans des dans cette maison, dans ces trucs, il se passe pas grand-chose et en fait, je pense que c'est justement là que se tire un petit peu la force du film parce qu'il ne se passe pas grand-chose, que la mise en scène est quand même, assez impressionnante, tu en as parlé. Donc il y a plein de petites choses qui sortent quand même qui m'ont un petit peu sorti de ma torpeur, on va certainement y revenir. Il y a vraiment, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier, j'avais quand même assez peu ressenti ça. Mais, mais, cela dit, il y a vraiment pas mal de choses qui m'ont plu. Vous en avez pas trop parlé. Alors effectivement, tout ce côté, si vous en avez parlé, Arthur en a parlé au début, le rapport avec le capitalisme est évident et même, enfin totalement assumé. C'est-à-dire que ne serait-ce que pendant la séquence, tout à la fin où, ils sont en train de discuter un petit peu de la logistique, du rendement, d'ailleurs cette notion de rendement est également, soulignée au début, quand, ils veulent chercher un nouveau moyen de crémation qui permettrait de tuer plus de juifs, enfin c'est assez terrifiant parce que c'est vraiment, on sait de quoi ils parlent, pourtant ils le citent pas réellement, ils disent pas réellement de quoi ils parlent, mais on sait de quoi ils parlent. Et c'est vraiment, c'est ce qui rend vraiment la scène assez terrifiante et assez glaçante. Généralement, c'est quand même un petit peu sur ça que tout le film se passe. C'est-à-dire que, le film joue sur notre connaissance du sujet, à 100. C'est-à-dire qu'on est à Auschwitz, on ne parle jamais des Juifs, on ne montre que très peu les Juifs, on ne montre jamais d'ailleurs des Juifs vivants, hein, on ne montre que des squelettes, Si, il y a je crois qu'il y a des juifs qui travaillent chez lui, il me semble Ah qu'on voit. oui, il y a des femmes de ménage, c'est vrai, oui, c'est vrai. Alors non, je coupe juste parce que c'est des Polonais, elle le dit dans le film à un moment, elle dit les Juifs ils sont de l'autre côté du mur, elle le montre et c'est que des Polonais qui travaillent chez elle. Ah, c'est que Il y a des Polonais aucun Juif, vraiment, on n'en voit aucun dans le film, si ce n'est les cendres dans le jardin, qui est assez D'accord. symbolique à un moment, et sinon on les entend quoi, mais il y en a vraiment aucun qui sont visibles, à part les en image, pardon, un peu comment dire, un peu image de, enfin comment on appelle ça quand l'image elle est un peu Ah oui, flouée, il y a un moment où c'est oui, c'est vrai, j'avais oublié que t'avais. En négatif. Non, c'est pas en négatif. C'est C'est pas en négatif, c'est filmé en infrarouge, mais avec la lumière du jour en fait. Du coup, c'est en noir et blanc, mais avec un effet très étrange, très caméra de les vues un peu de drone. Enfin, on en reparlera après. Pardon de t'avoir coupé, Snack.
Non, non, bah, c'est intéressant parce que, bon, je reviens du coup, pour moi, on ne voit jamais, effectivement donc les juifs, sauf, bon voilà, on voit des os à un moment donné dans une rivière, il me semble. Hem Et c'est vraiment évanescent et ce qui est intéressant, c'est que je vais pas m'épancher là-dessus parce qu'effectivement, tout le monde en a parlé, c'est le sound design du film. Je pense que Lucas, tu vas y revenir et je pense que tu es d'accord avec moi. Oui, le sound design évidemment, montre, enfin plutôt décrit de manière un petit peu, comment dire? Implicitement ce qui se passe réellement à Auschwitz, c'est-à-dire de l'autre côté, des barbelés. Heu, et là, je vais reprendre un petit peu les termes de Bégodeau parce que, voilà, dans son podcast La Gêne occasionnelle, une fois que ça c'est dit, rien n'est dit. Enfin, je veux dire, je sais pas quoi dire de plus par rapport à ça. Oui, d'accord, la vie des camps d'Auschwitz derrière est décrite par le sound design et alors? Enfin, est-ce que j'ai vraiment enfin, je pense que Lucas est un peu d'accord avec moi là-dessus. Ça je sais pas trop où est l'intérêt là-dessus. Du coup, voilà, si tu veux rebondir, sur ton avis du film. Alors oui, alors moi je suis le seul à pas vraiment avoir apprécié le film, à l'avoir trouvé même plus que moyen. Enfin très moyen parce que je trouve que, mis à part son esthétique, il y a pas grand-chose d'intéressant. Une esthétique dont on a évoqué ces longs plans et tout ce travail, mais je pense on a oublié de... Enfin pour moi, parce que ça évoque évidemment Tarkovsky à 100%. Le rapport, enfin sa façon de filmer de l'herbe, la nature et enfin, il y a quelque chose d'assez tarkovskien dans l'esthétique. Je parle vraiment au sens le cadre, tout ça. Mais derrière, le film échoue en fait il y a quelque chose d'un peu problématique, performatif, je trouve, dans le film, dans le sens où les personnages sont tellement en fait euh, désincarnés, on va dire d'une certaine façon. Enfin, ils sont filmés avec une telle froideur qu'en fait, je pense que le film aurait gagné à les montrer beaucoup plus humains. Comment dire? En fait, pendant tout le film, on garde une énorme distance avec Rudolf Höss et sa famille. Et on a une distance vraiment très froide avec eux, c'est-à-dire qu'à aucun moment on entre en empathie avec ces personnages, on ressent de la sympathie pour eux. Et je pense que le film aurait gagné vraiment en termes de questionnements moraux et comment dire, de complexité morale, à nous mettre en fait en empathie avec ces personnages, à nous faire apprécier ces espèces de scènes de vie auxquelles on assiste. Et pour là-dessus, je rejoins Snack, c'est qu'en fait on assiste à des tranches de vie, mais qui sont d'une chiantise absolue, parce qu'en fait on a une distance telle qu'on on rentre pas en fait on n'arrive pas à se sentir en fait faire partie de cette famille. Et, moi, je pense que c'est ce qui me dérange parce que comment dire, euh, cette distance en fait rend pour moi, oui, on va dire euh, l'identification au personnage déjà complexe. Et en plus de ça, bah oui, on sait que c'est des méchants nazis, et du coup, pendant tout le film, on comprend que le réalisateur nous fait dire que c'est des méchants nazis, on sait que c'est des méchants nazis, qu'il y a Auschwitz à côté, et tout, donc ok, on a compris, j'apprends rien de nouveau, j'ai pas l'impression que le film me sort de ma zone de confort, justement, et c'est ce que je lui reprocherais principalement, c'est que c'est un film qui aurait pu gagner à nous sortir beaucoup plus de sa zone de confort. Là où Arthur pourra rebondir, mais il me semble que la pièce de théâtre ou le roman dont c'est inspiré, moi aussi j'ai lu La mort et mon métier, qui pour le coup a un peu la même approche, mais comme on est dans la tête du personnage, on entre d'une certaine façon un peu plus en empathie, mais on voit comment c'est un personnage... parce que dans La mort et mon métier, c'est la vie de Rudolf Höss, mais on voit toute sa vie de son enfance jusqu'à sa vie de commandant du camp d'Auschwitz. Et on voit comment c'est un personnage qui en fait a toujours suivi les ordres, c'est toujours a eu besoin en fait de se rattacher à quelque chose pour donner une sorte de sens à sa vie. C'est un personnage assez désincarné, mais ça fonctionne dans le livre.
Mais j'ai pas, je sais pas, de ce que j'ai compris, le bouquin de la zone d'intérêt, du coup, joue beaucoup plus avec ce truc de les personnages, de ce que j'ai entendu dire, alors là, vraiment Arthur pourra corriger, mais c'est presque un vaudeville, mais qui se passe à côté d'Auschwitz, quoi. Et je pense que ça aurait été, même si apparemment tu disais que c'était un mauvais livre, ce que j'ai entendu pas mal de gens dire, mais ça aurait été peut-être, j'aurais trouvé ça plus intéressant comment dire, de faire des personnages plus humains, voire peut-être presque pathétiques dans le regard, dans le regard que le réalisateur porte sur eux. Et voilà. Donc je retiens de ce film quand même un soin esthétique, une image très léchée. On parlait, enfin non, il y a ces plans, il y a aussi ces plans très dérangeants filmés en infrarouge, en plein jour. Les seuls moments où on voit des juifs ou des résistants dans le film, qui sont assez intéressants. La fin quand même, la toute fin du film, où le personnage s'effondre et a des espèces de nausées, et on voit des visions du musée. En fait, c'est le seul moment où du coup on va voir l'intérieur du camp, mais c'est des images documentaires d'aujourd'hui. On voit l'ouverture du musée d'Auschwitz, on voit les, les femmes de ménage balayer le musée, tout ça. Que ça, j'ai trouvé ça absolument excessivement con, hein, pour le dire, la fin du film. Mais voilà, c'est un film que je trouve assez prétentieux au final. Et moi, j'ai pas eu l'impression de sortir de ma zone de confort. J'ai pas eu l'impression que ce soit un film qui me bouscule. J'entends l'aspect intéressant sur... ouais, comme tu disais, c'est vrai que c'est très Chapoutot, l'aspect, comment dire, organisation de la boîte. Le côté start-up, ouais, management, ouais, c'est ça, l'aspect management, en fait, du nazisme et tous les travaux de Chapoutot là-dessus. C'est vrai que ça, on le retrouve un peu, mais c'est quand même... pour moi, c'est pas... le film, en fait, n'arrive pas à m'atteindre, on va dire, dans mes tripes, et à partir de là, en fait, je garde une distance avec le film pendant tout le métrage, qui rend quand même le visionnage relativement chiant, parce qu'il n'y a pas de péripéties particulières qui permettent au moins de donner on va dire, se rendre le film divertissant. Le film n'est pas divertissant. Alors, je pense que je vais revenir un peu sur ça, mais à mon sens, ce que tu dis, Lucas, et ça va un peu revenir avec ce que je vais répondre aussi sur ce que Snack a dit, c'est... Je pense que tu te trompes sur ce que veut faire le film, pour revenir un peu là-dessus. C'est-à-dire que, bon, là, par contre, on est presque sur des appréciations un peu personnelles. Pour revenir un peu sur ce que disait Snack, quand il parlait, voilà, il regardait le film et il s'emmerdait devant, il trouvait que les scènes n'étaient pas très intéressantes en soi, qu'elles étaient un peu banales, enfin, voilà, que c'était un peu mou du genou, si on pouvait dire ça comme ça. Mais moi, justement, j'ai totalement été pris dedans parce que c'est des scènes extrêmement banales, alors qu'il y a quelque chose de extrêmement puissant et non banal qui se fait juste à côté. Et seulement pour ça, moi, que j'ai énormément apprécié, c'est-à-dire que, pour reprendre un peu ce que tu as dit, toi, ça t'a pas pris dans les tripes, moi, ça m'a pris du début à la fin. C'est-à-dire que vraiment avoir ces espèces justement de scènes très banales de Rudolf Höss qui rentre de son boulot et qui, voilà, il va un peu tromper sa femme à côté avec une meuf dans la maison. Sa femme, elle s'occupe du jardin. Voilà, les petits gamins, ils s'amusent. Et au fait, il se passe rien. Limite, le seul centre scénaristique du film, c'est le fait que Rudolf Höss va devoir quitter la maison parce qu'il a un autre boulot qui est juste à côté. Et au fait qu'on connaît l'histoire, c'est parce que bon, il piochait un tout petit peu, on va dire, dans les caisses de ce que pouvait notamment rapporter le camp d'Auschwitz. Et ça revient un peu sur ce qu'on disait avec Chapoutot et le côté rentabilité du nazisme. Mais c'est justement le fait que ça soit extrêmement banal, et là, moi, je comprends pas, enfin, tu dis que c'est de la merde, moi, je suis pas spécialiste non plus du travail sonore, du sound design, etc. Mais enfin, moi, c'est justement par le travail du son qui m'avait déjà totalement pris dans The Fall ou dans The Skin, que justement j'étais totalement rentré dedans. Et c'est cette distinction, cette dichotomie entre justement ce qui nous est montré et ce qui n'est pas montré. Alors en disant ça, je dis des choses que tout le monde a déjà dit, mais je trouve que tout le monde l'a déjà dit pour une raison, parce que justement ça fonctionne extrêmement bien. Le fait que les choses ne soient pas montrées, que ça soit ça qui t'atteigne en comparaison par rapport à ce qui t'est montré, enfin moi je trouve ça extrêmement puissant.
Ouais, alors je vais rajouter deux, trois choses quand même sur ce que j'ai dit rapidement. Je pensais tout à l'heure à Arthur qui disait que Glazer avait plutôt choisi le parti pris de Lanzmann avec Shoah pour le film en ne montrant pas le camp. Alors ça, je suis pas du tout d'accord parce que Shoah, on a quand même des témoignages, donc on est en empathie directe avec quelqu'un quand même qui nous raconte quelque chose, donc on est quand même dans un rapport qui est empathique avec les, 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 les gens qui viennent témoigner durant le film. Donc pour moi, c'est totalement différent. Mais surtout, on est en fait là avec la zone d'intérêt, je trouve qu'on est dans presque l'absolu contraire du travelling de Capot, quoi. Ce que Rivette reprochait à Capot de... mince, comment il s'appelle Pontecorvo. C'était ce travelling où c'est un des premiers films à montrer camp de concentration. On voit un travelling sur un personnage qui je crois, c'est quelque chose pour appuyer exacerber les émotions du spectateur. Et c'est vrai que ça s'en était Pontecorvo, ça devient vraiment, comment dire, presque vulgaire de faire ça. Mais là, on est dans l'absolu contraire, où on dit on va pas montrer, en plus on va garder une distance telle que, oui, qu'on ne rentre absolument jamais en empathie avec les personnages et qu'en plus on s'emmerde fortement. Pour ce qui est du sound design, pour revenir là-dessus, alors on a entendu énormément parler. C'est quelque chose auquel je suis excessivement attentif, le sound design. Même moi-même, quand je travaille, c'est quelque chose sur lequel je porte énormément d'attention. Et, pour le coup, j'ai eu du mal comment dire, à le trouver vraiment si fantastique que ça, en fait. Parce que oui, il y a ce bruit, il y a un bruit de fond constant, ou pour décrire pour les auditeurs, il y a un bruit de fond constant, on entend le camp en arrière-plan. Des espèces de bruit de gens qui crient, de machines, enfin, de tout ce ce que vous pouvez imaginer qu'il pourrait y avoir à Auschwitz. Mais c'est quand même relativement faible et c'est surtout une sorte de bruit de fond auquel on s'habitue très rapidement et qui devient une sorte de bruit blanc en arrière-plan. Et, en fait, comme de toute façon le film nous met une distance excessive avec ce qu'il nous montre, enfin nous place dans une position extrêmement distante avec ce qu'il nous montre, il n'y a pas cet écart où justement on pourrait avoir rentré en empathie avec les personnages et en même temps, pourtant on garde derrière ce fond sonore terrifiant en fait qui nous rappelle à la réalité de temps en temps dans des moments, dans des instants de silence, dans des trucs qui nous ramènent en fait au fait qu'on est quand même avec Rudolf Heuss et sa famille. Bon, voilà. Non, je vais revenir rapidement, si ça te dérange pas, sur des trucs que tu as pu dire. Sur le bruit du camp, ce qui est intéressant, c'est que ce que tu trouves comme un défaut, c'est-à-dire que finalement, on finit par s'y habituer, c'est exactement ce qu'il veut faire, parce que eux, la famille de eux, ils s'y sont habitués en fait, ils l'entendent même plus, ce bruit du camp, et je trouve que c'est là où il est intelligent, c'est que nous, on s'y habitue, presque comme eux s'y habituent en fait. Et même si le son en effet est assez horrible et pas toujours très subtil, genre les gros bruits qu'il peut rajouter parfois qui font très industriel, ou l'espèce de son quand il zoome sur la fleur et que l'écran devient rouge, voilà, ça c'est de l'esbrouf, je suis d'accord. Enfin personnellement je trouve, je suis d'accord avec toi sur la fin, que on pourrait revenir parce que Snack n'a pas le même avis que moi là-dessus, où ça peut faire un peu prétentieux, un peu je vous montre la réalité alors qu'en tout le film je l'ai pas montré. Enfin il y a des choses où je suis assez d'accord avec toi, mais sur le son directement, c'est le but qu'on s'y habitue, je pense. Enfin, c'est comme les personnages, en Ouais, fait. Il mais veut en qu'on fait, soit proche de ces personnages. je pense que, et ce qui est intéressant, mais après, le visionnage du film, c'était il y a quelques temps, donc je n'arrive pas à me souvenir exactement, mais je pense qu'il est intéressant, c'est le fait qu'on s'y habitue, mais qu'en fait, c'est dans des instants de silence parfaits, tu vois, que d'un seul coup, tu vois, entre deux dialogues, des moments où des personnages juste se regardent, où tu as un silence, où là, d'un seul coup, tu reprends conscience que ce bruit existe, en fait. Tu sais que ça devienne le silence, en fait, de jouer un peu avec le fait, parce que si tu l'oublies complètement, bah tu l'oublies complètement, mais ce qui est intéressant, c'est de te faire prendre conscience durant le film que tu l'as oublié, d'une certaine façon. Oui. Après, tout le monde s'y est pas habitué. Je vois ma compagne, elle était vraiment froid pendant tout le film. Ça l'a vraiment glacé pendant tout le film. Moi, je trouve que son but, c'est un peu qu'on s'y habitue. C'est là où je suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'est du coup une qualité, là où tu trouves que c'est un défaut. Je reviens juste rapidement sur le lien qu'avait fait Vincent avec Under the Skin. Je trouve ce qui est intéressant, c'est que aussi bien dans celui-là que dans l'autre, il l'avait dit en interview qu'il était incapable de filmer la violence de face. En fait, lui, faire un film comme Salo, il peut pas. Et je trouve
que dans les deux, à chaque fois, l'horreur, il arrive à nous le faire ressentir sans vraiment le montrer. Dans Under the Skin, c'est par ces scènes où elle avale finalement ces hommes, où c'est juste un mec qui marche et qui s'enfonce dans une sorte de piscine noire. Là, pareil, c'est toujours par le sound design, par l'arrière-plan qui nous fait ressentir l'horreur. Et je trouve qu'il y a vraiment un lien entre, du coup, dans sa carrière avec ce film qui est assez intéressant. Et vu que tu m'avais demandé, vu que j'ai lu le roman de Martin Hamy, le lien, en fait, c'est surtout le côté où on peut pas s'attacher au personnage. Dans le film de Martin Hamy, en fait, il décrit le commandant d'Auschwitz, d'ailleurs, dont il a changé le nom, comme une espèce de gros pervers narcissique qui passe son temps à vouloir baiser à peu près tout ce qui bouge. Et l'autre personnage du livre, c'est un capot, enfin un simple SS, et en fait, qui passe tout le livre à vouloir baiser la femme de Rudolf Höss. Vraiment, c'est ça pendant 300 pages, et tu as juste à la fin un retour à la réalité avec le témoignage d'un j'ai oublié leur nom, super pour le prof d'histoire, des juifs qui étaient utilisés pour Sonder vider les Commando. chambres à gaz, etc. Sonder Les Sonder Commando. Commando, merci. C'est juste un témoignage d'un Sonder Commando qui est le seul à nous ramener à la réalité quand on est dans la tête des deux autres qui sont deux gros pervers qui passent leur temps à ne penser aux juifs qu'en termes de chiffres, un peu comme dans l'amour et métier, et aux femmes comme des objets qu'il faut accumuler. Et c'est pour ça que quand tu dis on s'attache pas au personnage, mais je pense que Mais il n'y a vraiment pas une le but dimension de Glaser comique au ni livre. du bouquin. C'est de l'humour très très noir dans le Ouais, livre de c'est ça, Martin Hamy. C'est ce qui a dû déplaire, parce que faire de l'humour très noir sur ce genre de sujet, ça peut plaire à certaines personnes, mais ça plaira pas de façon globalement à l'ensemble de l'humanité. Et le vrai problème, c'est pas l'humour noir, c'est vraiment dépeindre le commando juif comme un gros pervers qui veut ken tout ce qui bouge. Alors en effet, il avait une maîtresse et Glaser a l'intelligence de le montrer assez subtilement, genre il va se nettoyer la caquette, quoi. Mais on la voit aussi un peu, je dis pas, mais il traîne pas là-dessus. Et en fait, il reprend du livre uniquement le fait qu'on peut pas s'attacher à des gens comme ça. En fait, on peut pas vraiment. C'est intéressant de voir comment ils vivaient, de voir leur décalage total avec ce qu'il y a de l'autre côté du mur, mais comment s'attacher à eux en fait. On s'attache plus en deux scènes à la résistante que enfin, sa femme est décrite comme une cinglée, et dans le livre L'amour et mon métier, elle était décrite comme ça. Il y a que dans la bio réelle de Ulf qui la décrit pas comme ça, et dans le film L'amour et mon métier de 76, je crois, mais sinon elle est décrite comme une cinglée, et je pense que c'est ce qu'elle était. Enfin, elle a demandé à rester alors que son mari était buté. Elle est quand même enfin voilà. Pour rebondir justement sur ça, Lucas, pour dire, c'est là où je disais que vous êtes trompé, c'est que je pense que le film, il n'a pas cette volonté-là qu'on rentre en empathie. Il a cette volonté, certes, de les montrer comme ils sont, mais pas nécessairement de les montrer en empathie. Et ça revient un peu avec. Ah oui, non, avec mais ce je suis que disais d'accord au avec toi. début. Je Et dis pas c'était que le aussi film veut faire ça, mais justement, Non, mais c'est aussi- c'est un problème qu'il ne veuille pas le faire, ce que je disais. Mais c'est pour venir aussi sur ce que je disais, notamment avec la comparaison avec Capot, bon, qui est, quand on est un film sur le nazisme, ça devient presque, voilà, Landsman, Capot, Rivette, c'est presque les poncifs qu'on dit toujours. Hein. Mais à mon sens, il fait pas l'inverse de Capot. Là où Capot ou d'autres films qui ont notamment traité ça, je pense qu'on peut presque mettre la liste de Schindler dans cette même La vie est catégorie. belle. Ou La vie est belle, que je n'ai pas vu, mais bon, à ce qui paraît. C'est pas fameux. C'est pas fameux. Mais c'est-à-dire qu'on va mettre des artifices de cinéma émotionnel pour justement mettre en empathie par rapport à ce que l'on voit. À mon sens, le film il fait pas l'exact inverse où il montre rien. C'est justement moi là où le film était extrêmement fort, c'est-à-dire que les personnages, comme le film, au fait, ils ne le montrent pas, mais c'est impossible de le cacher. Et c'est justement ça, moi, qui me prend de A à Z. C'est-à-dire que même si les personnages ils font tout ce ils essayent de faire un maximum, ils essayent d'avoir une petite piscine, d'avoir des fleurs à côté, de temps en temps de temps en temps faire des petits pique-niques, etc., ou d'avoir des villes la plus communes, c'est impossible. Et même si c'est pas montré, c'est limite si ça prend pas tout l'espace et toute l'image finalement. Et c'est justement moi ça que je trouve très fort. C'est pas dans le sens où il montre rien, c'est pas visible, mais pourtant c'est là. Et c'est pour moi là la force qu'il a le film. C'est dans ces instants-là qu'il va totalement te prendre. C'est quand ils vont se balader, ils vont se baigner, et d'un coup tu vas avoir des cendres qui vont totalement arriver parce qu'ils ont jeté les cendres des personnes qu'ils ont brûlées, et qu'après il doit emmener ses enfants parce qu'ils doivent pas voir ça. Mais c'en est presque ridicule dans le sens où c'est impossible de ne pas le voir. Et c'est ça justement qui, à mon sens, est la grande force du film. D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis sur la scène avec
les cendres dans la rivière, pendant la scène de la rivière. Je voulais rebondir là-dessus parce que c'est quelque chose dont on parle pas, mais il y a tout un rapport avec le nettoyage qui, on va dire un rapport presque un peu, je sais pas comment dire, un peu pathologique en fait avec le nettoyage pendant tout le film. Dès que la famille des Eus là est en contact avec des juifs ou avec des choses comme ça, genre tout de suite leur premier réflexe c'est de se nettoyer. C'est-à-dire que tu dis que le premier réflexe, de Eus une fois que ses enfants, il a vu qu'il y avait des restes des cendres, même des os, des choses comme ça, qui passent dans la rivière. Tu dis que le but c'était de faire en sorte qu'ils voient pas ça, mais la scène d'après, c'était carrément de les laver. C'est-à-dire que la scène d'après, voilà, ils sont dans une baignoire et on lave les 2 enfants. Alors du coup, j'allais dire, il y a la même chose avec la scène de sexe, avec la juive, mais bon, apparemment d'après Arthur tout à l'heure, en fait, c'était pas des juifs dans la maison, c'était des polonaises, donc bon, peut-être que ça colle pas trop, mais on va dire qu'il y a le même principe. C'est-à-dire que Eus va, il a une relation sexuelle avec, il trompe sa femme en gros avec un autre personnage et tout de suite il va se laver quoi, tout simplement. Il y a beaucoup de choses comme ça, et d'ailleurs ce rapport au nettoyage revient avec la dernière séquence à la fin qui se passe dans, on va dire, le présent, au musée d'Auschwitz où justement, c'est des femmes de ménage qui nettoient Auschwitz et je trouve que cette séquence-là, alors ça peut être un petit peu compliqué par rapport à ça peut être un peu compliqué de parler de cette scène-là, dans le sens où qu'est-ce que voulait dire Glaser là-dedans? Moi, pour moi, il y a 2 choses. La chose qui m'a marqué tout de suite quand j'ai vu, une femme de ménage nettoyer un four crématoire, c'est à quoi bon? À quoi bon nettoyer Auschwitz? Est-ce qu'on nettoie Auschwitz? Est-ce que Auschwitz est nettoyable? Enfin, c'est vraiment particulier de voir cette femme avec son petit chiffon frotter un four crématoire. Enfin, je sais pas, ça m'a j'ai trouvé ça profondément absurde. J'ai trouvé aussi profondément absurde et un peu gênant, la manière dont on aspire le musée et qu'à côté on a, ses chaussures, ses voilà, ses on va dire ces restes matériels juifs qui sont là et tu as des femmes qui de manière purement robotique nettoient le musée. Alors je reviens encore là-dessus parce que je pense que Bégodeau vise juste là-dessus, dans son podcast La gêne occasionnée quand il parle bah, on s'y habitue. La gêne, pardon, tout le film qui se passe, dans le camp, le but c'est de parler de comment, enfin plus ou moins, pas de parler, mais on se demande quand ces gens-là se sont habitués à ce qui se passe, à Auschwitz à côté et l'un dans l'autre, la scène dans le musée, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, les femmes de ménage, quand elles arrivent la première fois et qu'on leur dit: «Tu vas nettoyer Auschwitz», elles doivent se dire: «Mais, enfin, je sais pas, ça doit quand même être un peu choquant, je pense». Enfin, ça doit être quelque chose, ça doit te prendre un petit peu aux tripes. Voilà, enfin, je pense que tu le vis pas forcément très bien la première nuit où tu as été, où tu as fait ce job-là et puis, bah, au fil du temps, tu t'y habitues et effectivement, tu finis par nettoyer ce musée de manière bah, un petit peu robotique, un petit peu par la force de l'habitude et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi dans la zone d'intérêt, c'est ce côté, bah, effectivement, l'habitude. Tu finis par t'habituer aux choses et là où il est très fort, c'est que depuis tout à l'heure, vous parlez quand même du fait que ça renvoie un petit peu à nous, à notre société, à notre manière de vivre et c'est vrai que nous, bah, on va avoir tendance aussi à s'habituer à certaines choses, des choses qui alors pas qui nous paraissent aussi insupportables que la Shoah parce que, personne n'a vécu ça, mais je pense qu'on finit par s'habituer à ces choses-là. Il y a d'autres, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Alors moi, ce qui m'a d'ailleurs en parlant d'habitude, quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'on parle beaucoup du son, mais on parle peu de l'odorat. Il y a la mère du personnage de Hedwig, il me semble, qui, son premier réflexe, c'est de se rendre compte que, bah, effectivement, les fours, ça sent mauvais. C'est le premier réflexe qu'elle a, c'est-à-dire que dès qu'elle regarde par la fenêtre, elle se met quelque chose, sur le nez, bah, parce que, voilà, l'odeur est insupportable. Quand elle se rend compte de ce qui se passe, qu'elle se rend compte de l'odeur, c'est quelque chose qui paraît profondément insupportable pour elle et d'ailleurs, c'est la dernière scène où on la voit. Après, on découvre qu'elle a quitté, d'ailleurs la maison sans le dire à personne. Il y a beaucoup de petites choses comme ça qui sont, voilà, beaucoup de petits détails. Je pense que l'intérêt, sans mauvais jeu de mots, l'intérêt de la zone d'intérêt se situe là-dessus, sur les tout petits détails les petits détails de mise en scène. Par exemple, il y a un détail que j'ai trouvé très intéressant dans le film, c'est le fait que
chaque scène avec le bébé, on entend le bébé pleurer. C'est-à-dire qu'il y a aucune scène où le bébé est là et où le bébé ne pleure pas. Comme si pour ce bébé-là, qui pourtant est certainement l'être le plus innocent de tous, pour lui, c'est profondément insupportable d'être à Auschwitz. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant comme détail, mais je pense de toute façon que La Zone d'intérêt est un film qui est intéressant dans les détails, mais qui effectivement dans sa globalité, je reviens un petit peu sur ce que je dis tout à l'heure, enfin moi personnellement m'a un petit peu ennuyé à l'instant T. Mais c'est un film qui travaille avec le temps, pour moi.